Merci beaucoup Quentin. Rémi Féraud, Olivier Véran est plutôt positif. Il dit si les Français se ruent pour faire leur rappel de vaccination, c'est que la campagne marche et donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Comment vous analysez cette campagne de troisième dose qui est organisée par le gouvernement ? Le gouvernement est toujours content de lui. C'est toujours la faute des Français quand ça ne marche pas. Donc il n'y a pas que les sénateurs LR qui ont remarqué que les plus de 65 ans qui se sont présentés sans rendez-vous n'ont pas pu être vaccinés. Nous avons tous des retours de ce type. On voit bien les difficultés de mise en œuvre. Je serais un peu plus modeste à sa place. Il y a, je le sais, à Paris, tout juste, mais plutôt un peu moins que ce qui est nécessaire, de nombre de créneaux nécessaires par rapport à ceux qui auront besoin d'une troisième dose après 5 mois après la deuxième dose. Donc il faut une montée en puissance. C'est vrai qu'il faut pouvoir rassurer, mais il faut aussi une montée en puissance. Moi, je le redis, les sénateurs socialistes, nous portons depuis l'été dernier la nécessité de la vaccination obligatoire. L'Allemagne va visiblement le faire rapidement. C'est une des annonces, je crois, d'Olaf Scholz qui devient chancelier d'allemand aujourd'hui. Je pense qu'en ne le faisant pas, en France, nous prenons du retard et je trouve que le gouvernement devrait nous écouter et prendre les devants plutôt que de toujours courir derrière le virus. Colette Mello, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne de rappel vaccinal qui est aussi motivée par un pass sanitaire qui va bientôt devenir conditionné par cette troisième dose? Ça a l'air de marcher. Alors, je crois qu'il faut saluer le haut niveau de vaccination en France. Sur les deux doses. Voilà, sur les deux doses, 90% de la population concernée. Je crois que la crise a été bien gérée et d'autre part que les Français ont été très disciplinés. Et ils continuent à l'être, puisqu'ils se précipitent vers les centres de vaccination, pour le rappel. Alors, à nouveau, le virus circule, il faut donc agir vite, mais il n'y a pas de pénurie et les rendez-vous vont être pris. On sait maintenant qu'on peut se présenter même sans rendez-vous. Les pharmaciens, dans beaucoup de cas, vaccinent. Il y a divers moyens de se faire vacciner. Donc, les choses vont bien. Et même on compare avec les pays voisins, les grands pays comme l'Allemagne, qui a pris d'autres dispositions. Mais on ne peut pas dire que nous ne sommes pas aussi avancés qu'eux. Au contraire, nous sommes en avant pour les résultats. Donc, pour vous, il n'y a pas de quoi... Voilà, il faut au contraire rassurer les Français et leur dire que tout va bien de ce côté-là. Pierre-Antoine Lévy, comment se passe ce début de campagne de rappel de vaccination dans votre département du Tarn-et-Garonne? Est-ce qu'il y a des embouteillages, des difficultés d'organisation? Non, il a fallu réouvrir les grands centres de vaccination qui ont fermé quelques jours avant, donc il a fallu les réouvrir et donc ça monte en puissance. Bon, je ne suis pas forcément inquiet sur le nombre de doses. Il y en a suffisamment, je pense, et il faut faire de la pédagogie pour expliquer aux Français ce qu'est un Moderna, ce qu'est un Pfizer. Ce sont deux vaccins ARN messager. Il y en a un qui est pour les moins de 30 ans et un qui est pour les plus de 30 ans, mais globalement, ce sont les mêmes effets. Je ne partage pas forcément la vaccination obligatoire. Je me suis opposé lors du projet et la proposition de loi, tout simplement parce que, contrairement en Allemagne, la France est en avance. Les Allemands ont vacciné à hauteur de 66% de leur population, ce qui montre que ce n'est pas suffisant. La France est à 88% de primo et de double dose pour les populations éligibles, je dis bien. Maintenant, se pose la question de la vaccination des 5-11 ans, qui est une vaccination très importante, puisque les autorités de santé ont annoncé qu'on pouvait envisager maintenant la vaccination des 300 000 enfants avec pathologie à partir du 15 décembre. À partir du 15 décembre, et après, par la suite, des enfants de 5 à 11 ans. Effectivement, les chaînes de contamination commencent avec les enfants. On le sait, on le voit. Donc, les pays qui ont vacciné leurs enfants ont réussi à casser la chaîne de contamination. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. On a suffisamment de vaccins. On a maintenant la méthode de vaccination qu'on n'avait pas au départ, puisque, je rappelle qu'il y a un an, nous étions ici, on avait 50 000 cas par jour, mais on n'avait pas de vaccin. Depuis le mois de janvier, on a un vaccin. Mais par contre, il faut expliquer aux Français, il faut vraiment mettre des créneaux de vaccination suffisamment rapidement pour que tout le monde puisse s'inscrire, plutôt que d'aller manier le bâton et faire peur aux Français sur une vaccination obligatoire. Donc la vaccination des enfants, vous êtes pour les 5-11 ans Dans la mesure où les autorités de santé considèrent qu'on peut, après avoir fait plusieurs études, qu'on peut vacciner, je suis effectivement favorable, même si je peux comprendre qu'il peut y avoir des réticences de parents. Ah oui, avec une majorité de parents qui, pour l'instant, actuellement, est opposée à cette vaccination des enfants entre 5 et 11 ans. Quelle est votre position, Rémi Féraud, sur ce sujet? Ça pose quand même un problème éthique. On va demander à ces tout jeunes enfants d'aller se faire vacciner, alors qu'une partie des adultes, alors certes minoritaires, ne l'est pas encore.
Sur les enfants, c'est aux autorités de santé de le déterminer. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des sondages qui disent que la majorité des parents ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. J'en ai lu. Tout à fait. Oui, d'accord. La grande majorité des Français, soi-disant dans les sondages, ne voulaient pas se faire vacciner. Donc, oubliez les sondages. Regardez l'intérêt général et la réalité des comportements des gens. Nous verrons bien si les parents font vacciner leurs enfants très nombreux. Je l'espère, je le souhaite, notamment à partir du moment où les autorités de santé disent que c'est tout à fait sûr pour les enfants, est très important. Mais ensuite, sur la vaccination obligatoire, vous le disiez, on est en avance sur d'autres pays, parce que les Français ont répondu à l'appel de la vaccination. Et aujourd'hui, une grande majorité des Français, dans les sondages, sont vaccinés, mais sont aussi favorables à la vaccination obligatoire. On est à plus de 85% des populations Alors, je croyais qu'il éligibles. ne fallait pas regarder les sondages. Mais là, il faut les regarder. Ouais. Oui, parce que c'est un sondage grandeur nature. On a 85% des gens qui se sont fait vacciner. Et on continue à être dans la difficulté parce que 15% des éligibles refusent de se faire vacciner. C'est l'intérêt général qui doit primer. Et donc, je pense qu'il faut vraiment passer à cette étape et que beaucoup considéreront que, en même temps qu'on fait la vaccination des enfants, qu'on procède à la vaccination des enfants, il faut vacciner obligatoirement l'ensemble de la population adulte. Colette Mello, sur la vaccination des enfants. Sur la vaccination des enfants, alors bon, on attend la décision finale des autorités sanitaires, bien évidemment. Mais bon, je crois que ça ne saurait tarder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'obligation. C'est ce que nous disait ce matin le professeur Delfrécy à l'audition duquel j'ai participé, et vous l'avez retransmis sur Public Sénat d'ailleurs, c'était fort intéressant. Il n'y aura pas de passe sanitaire pour les enfants et il n'y aura pas d'obligation. Mais bon, c'est souhaitable. Voilà, non, mais pour commencer, c'est souhaitable de le faire. Je rappelle quand même que les enfants sont soumis à 11 vaccinations dans les premières années de leur vie. Le plus jeune âge, ouais. Hein, et ça se passe très bien. Voilà. Alors, en début de semaine, le gouvernement a annoncé des mesures supplémentaires pour lutter contre la cinquième vague de l'épidémie, notamment la fermeture des discothèques pendant 5 semaines. Et on va retrouver le ministre en charge des comptes publics, Olivier Dussopt, qui est avec Steve Jourdain en salle des conférences du Sénat pour parler justement des mesures de soutien de l'État à ces secteurs mis en difficulté par les mesures sanitaires. Oui, avec Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous. Petite réaction à l'actualité du jour, c'est évidemment cette démission d'Alain Griset, le ministre en charge des PME, qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour déclaration incomplète de patrimoine. Il a donc démissionné. Quel enseignement vous en tirez ? Je n'ai pas d'enseignement à en tirer. C'est au président de la République, au Premier ministre de prendre les décisions qui s'imposent. Je prends acte de la démission de mon collègue. Je prends acte aussi du fait qu'il a fait appel du jugement qui a été rendu. Donc jusqu'à nouvel ordre, il est innocent. Il est présumé innocent comme tous les justiciables de France. On va aller sur le fond de vos dossiers, si vous le voulez bien. La cinquième vague est là, elle est fulgurante, comme le disait Gabriel Attal, et risque d'avoir des conséquences sur les activités économiques. Vous nous confirmez que les professionnels de l'événementiel ne seront pas lésés ? Nous travaillons pour indemniser et accompagner les entreprises qui sont concernées. Nous pensons aux discothèques, nous pensons aux professionnels de l'événementiel. Nous pensons aussi aux traiteurs qui voient les réceptions annulées et puis aux agences de voyage qui, si cette situation devait encore se dégrader, voient les voyages en avion notamment être entravés. Nous travaillons actuellement, l'ensemble des ministres de Bercy, avec les différents secteurs concernés pour arrêter les modalités. Alors quelles sont les pistes peut-être ? Mais nous répondrons présent comme nous avons toujours répondu présent. Nous savons mobiliser des dispositifs sur l'activité partielle avec une prise en charge très élevée. Nous n'envisageons pas de rouvrir le fonds de solidarité, mais de travailler sur la prise en charge des coûts fixes pour permettre à ces entreprises d'être accompagnées. Nous avons aussi, dans le cadre de l'examen de la loi de finances, qui sera débattu par l'Assemblée nationale vendredi, des dispositifs notamment pour abonder un fonds de provision, de garantie pour les opérateurs de voyage, autant d'outils que nous mobilisons pour accompagner les secteurs dont l'activité est empêchée par cette crise sanitaire, comme nous le faisons depuis le début de la crise. Combien ces nouvelles aides vont coûter à l'État ? C'est ce que nous sommes en train de regarder. Cela dépendra à la fois du niveau d'activité. De mois en mois, le fonds de solidarité, par exemple, qui a au total représenté 38 milliards d'euros, n'était connu qu'un mois après, voire 2 mois après, puisque c'est une fois le mois écoulé que les entreprises peuvent demander des aides et que nous pouvons mesurer le niveau des aides nécessaires. Nous ne sommes pas dans une logique de retour au quoi qu'il en coûte de manière brutale, parce que nous ne sommes pas dans la même situation qu'en mars et en avril, ni même qu'au mois de novembre. Nous sommes dans une situation où du quoi qu'il arrive, maintenant, c'est ça. L'activité est de bonne facture, elle est à un bon niveau. Il y a des secteurs qui doivent être accompagnés et nous serons là, comme vous le dites, quoi qu'il arrive, mais surtout nous serons là de manière aussi forte que nous l'avons toujours été pour les secteurs concernés.
Ce vendredi, vous l'avez dit, il y aura une nouvelle lecture du budget 2022 à l'Assemblée nationale. Vous allez provisionner une nouvelle somme précisément à cause de ce nouveau contretemps sanitaire. Nous avons des mesures d'urgence qui ont été votées, des crédits pour les mesures d'urgence qui ont été votés au mois de juillet dernier. Et il se trouve que la reprise très forte de l'activité économique fait que les crédits d'urgence que nous avons proposés au Parlement et qui les a votés au mois de juillet dernier n'ont pas tous été consommés. Et donc nous avons de quoi faire face à ces besoins d'indemnisation que nous avons évoqués et nous avons de quoi faire face à ces dispositifs. Parmi les nouveautés liées à la crise, il y a l'abondement du fonds de garantie pour les opérateurs de voyage. C'est autour de 150 millions d'euros. C'est une somme importante, mais sans commune mesure avec ce que nous avons connu jusqu'alors. Et par ailleurs, lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée, puisque le Sénat n'a pas souhaité procéder à cette lecture, nous avions indiqué garder des crédits d'urgence en réserve de manière précautionneuse. Ça m'avait été reproché ici même au Sénat. Malheureusement, l'actualité montre que nous avions raison d'être prudents. Petite dernière question, Monsieur le Ministre, en quelques secondes. À combien vous estimez les pertes de cette 5e vague ou l'impact de cette 5e vague sur notre économie, sur notre budget ? Aujourd'hui, c'est là où c'est un paradoxe. Le taux de croissance prévu est à 6,25 et nous savons, le gouverneur de la Banque de France l'a encore dit ce matin, que nous serons plutôt autour de 6,7%. Donc nous avons une reprise économique très forte. Et nous sommes en train, je l'ai dit, de mesurer secteur par secteur, pour les secteurs qui sont vraiment concernés, discothèques, événementiels, traiteurs, quels sont les montants des aides qui sont nécessaires. Ça sera très certainement quelques centaines de millions d'euros, ce qui n'est pas une somme négligeable, loin s'en faut, mais nous travaillons actuellement à l'affiner et surtout à avoir des dispositifs qui soient efficaces quand pour accompagner les professionnels. Sur les modalités, nous le saurons d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Sur le montant, ça sera après la période de fermeture, puisque c'est là que nous pourrons mesurer la réalité des pertes. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup Steve, Pierre-Antoine Lévy. Les discothèques sont une nouvelle fois touchées par ces mesures sanitaires. Ce sont un peu les sacrifiés de cette crise. Oui, c'est vraiment la population sacrifiée depuis 20 mois. À l'époque, avec le groupe Union Centriste, nous avons présenté un amendement à l'époque pour demander leur réouverture. Réouverture qui avait été validée au 1er septembre, je crois, 2021, avec des conditions sanitaires pas possibles, qui ont été toutes respectées. Je veux dire que port du masque, passe sanitaire obligatoire, distanciation, et les patrons de discothèques ont, à mon avis, respecté de manière très précise les protocoles sanitaires. Aujourd'hui, 3 mois après, alors qu'il n'y a pas eu de cluster identifié dans les discothèques, on en aura entendu parler pendant des mois, si ça avait été le cas. Mais on ferme de la veille au lendemain, c'est-à-dire du lundi pour le vendredi, les discothèques sur la période la plus chargée de l'année, la plus importante en termes de chiffre d'affaires. Je crois qu'encore une fois, c'est très injuste, et je comprends la réaction de colère. Donc maintenant, j'ai entendu le ministre du Budget dire que le quoi qu'il arrive, finalement, allait coûter un peu d'argent. J'espère que les indemnisations de ces professions seront à la hauteur des enjeux. Il ne faudra pas juste indemniser la perte de chiffre d'affaires, il faudra indemniser la marge, parce qu'il faut vivre aussi. Allez, on va évoquer un autre sujet dont il a été question durant cette séance cet après-midi, les violences au sein du meeting d'Éric Zemmour dimanche dernier. Des militants de l'association SOS Racisme ont été frappés par des soutiens du candidat à la présidentielle. Et le sénateur socialiste David Assouline a posé une question sur ce sujet au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Écoutez sa réponse. Voilà quelqu'un qui, le menton haut dans la rodomontade, nous explique depuis des mois et des mois qu'il veut rétablir l'ordre républicain qui, selon lui, serait déliquescent. Et il est incapable d'assurer la sécurité dans son propre meeting. Voilà la réalité. Comme disait ma grand-mère, une femme du Nord, avec la sagesse des gens du Nord, quand tu veux ranger la rue, commence par ranger ta chambre. Rémi Féraud, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images de violence contre les militants d'SOS Racisme, des violences commises par des soutiens d'Éric Zemmour ? J'étais stupéfait et indigné parce que vous avez vu l'ampleur de ces violences, les images. Je pense que le meeting d'Éric Zemmour est un meeting raté, car il ne restera que cela de son rassemblement. Mais on n'excite pas la haine, on ne fait pas l'éloge du maréchal Pétain, on ne sème pas le doute sur l'innocence du capitaine Dreyfus. Tout ça, c'est ce que fait Éric Zemmour. On n'excite pas une telle haine sans conséquence. Donc tous les groupes d'extrémistes, voire de néo-nazis, sont venus en renfort d'Éric Zemmour à son meeting. On en a vu les conséquences, alors que
on sait très bien dans un meeting comment gérer des perturbateurs qui ne font qu'agiter des pancartes. Tous les partis politiques savent le faire, je crois, même le Rassemblement national. Et je pense que ce moment de dimanche est un moment important parce que ça doit être un moment d'alerte très fort pour les Français. Et ensuite, puisque tous ces gens sont totalement identifiables et que les faits sont très identifiables, j'espère que la justice se saisira très sérieusement de ces actes de violence. C'est plutôt le sentiment que j'ai. Nous serons évidemment attentifs à la suite. Colette Mélot, est-ce qu'on a franchi un pas dans la violence, dans des meetings politiques avec ces faits? Je le crois, et c'est grave. Hein. Je crois qu'il faut condamner toutes ces violences. Enfin, je suis contre les violences, quelles qu'elles soient, que ce soit les violences verbales ou les violences telles que ce que nous avons vu à la télévision le dernier week-end. C'est extrêmement grave. Et il faut les punir. Il faut faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Hein. Et je crois que les organisateurs de meetings doivent faire en sorte que les choses soient organisées comme l'ont fait pendant très longtemps les syndicats. Il faut qu'il y ait une organisation qui empêche les débordements. Et justement, est-ce qu'il faut pénaliser, Pierre-Antoine Lévy, l'organisateur de ce meeting qui est responsable de la sécurité à l'intérieur des lieux, en l'occurrence avec Zemmour? Complètement. Alors, je partage parfaitement les propos du ministre de la Justice, qu'effectivement, quand on organise un meeting et qu'en plus on le déplace avec le nombre de participants, on met un service de sécurité à la hauteur. Ce qui veut dire que là, c'est l'amateurisme de l'équipe de Zemmour qui a montré et qui a malheureusement fait que tout a dégénéré. Alors après, on voit aussi quels sont ses soutiens. Des franges d'extrême droite, aujourd'hui bien identifiées, des franges néo-nazis. On a les images, on a tout ce qu'il faut. Les Français ont pu voir effectivement sur ce meeting quels étaient les soutiens et quel portait le message d'Éric Zemmour aujourd'hui. Donc il faut à mon avis sanctionner. Il y a aujourd'hui des mesures judiciaires qui seront prises, bien sûr, puisqu'il y a une enquête. J'espère que les sanctions seront à la hauteur des violences dans cette manifestation. Rémi Féraud, une question. Est-ce que, par exemple, si Éric Zemmour souhaite faire un meeting au sein de la ville de Paris, ce qui était le cas au début avec le choix du Zénith de Paris, finalement il est allé à Villepinte, est-ce que la maire de Paris actuelle, Anne Hidalgo, peut s'y opposer? Elle ne peut pas juridiquement l'interdire, mais elle dira ou elle dirait très fortement ce qu'elle en pense, surtout après les événements très graves qu'il ne faut pas banaliser de Villepinte. Et lorsque le meeting était prévu au Zénith, dans le 19e arrondissement de Paris, le maire du 19e arrondissement, maire socialiste François Dagneau, les élus du 19e arrondissement avaient demandé l'interdiction ou l'absence de tenue de ce meeting, vu à la fois ce que représente le discours d'Éric Zemmour et les risques qui entouraient ce meeting. Stéphane Troussel avait alerté aussi, président de la Seine-Saint-Denis, sur le meeting de Villepinte. Ce sur quoi nous avions alerté ces produits. Et donc, bien sûr, il faudra s'interroger dans ce cas sur les conséquences à en tirer, les positions à prendre. Vous pensez qu'on devrait peut-être interdire certains meetings d'Éric Zemmour pour motif de risque de trouble à l'ordre public? Il faudra voir sur pièce, mais le discours d'Éric Zemmour, finalement, ressemble beaucoup à celui de Dieudonné ou d'Alain Soral, dont les spectacles, entre guillemets, ou les prétextes pour réunir des extrémistes font que leurs réunions publiques sont interdites. Aujourd'hui, je ne veux pas vous répondre non à cette question. Ce qui s'est passé dimanche est trop grave et encouragé par Éric Zemmour et son service de sécurité. La question d'annuler les meetings d'Éric Zemmour est ouverte selon vous. Colette Mélot, est-ce que le discours de ce candidat à la présidentielle alimente la haine et ce type de violence? Il semblerait, oui, qu'il y ait des propos tenus qui encouragent à des formes de violence. Mais bon, il est très délicat de prendre position là-dessus. Mais je crois qu'on peut quand même, il y a des images, il y a des preuves à l'appui, on peut demander à ce que certaines de ces manifestations ne se reproduisent plus. Et on peut les condamner aussi. Bien sûr. En tout cas, Éric Zemmour condamne tout type de violence dans ses réactions médiatiques, mais il dit « je ne veux pas calmer l'ardeur de mes supporters ». Et il dit aussi les militants des SOS Racisme, c'est-à-dire des opposants à Éric Zemmour, eh bien ils étaient là en provocateurs. Pierre-Antoine Lévy, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction du candidat? Alors, sur la question de la provocation, les militants des SOS Racisme, en allant à ce meeting, pouvaient imaginer ce qui pouvait arriver. Par contre, c'est inadmissible de voir des scènes de violence de cette nature.
Moi, je pense que la liberté d'expression doit passer. C'est-à-dire que si Éric Zemmour est candidat et qu'il arrive à avoir ses parrainages et qu'il peut se présenter à la présidentielle, et c'est un candidat comme les autres, et c'est les Français qui décideront quelle place ils lui donneront le 10 et le 24 avril. Par contre, il doit absolument, lors de ses prochains meetings, organiser des services de sécurité à la hauteur du monde qu'il rassemble dans ces salles pour empêcher que ces scènes de violence se reproduisent. C'est sa responsabilité de candidat. Et si réellement il n'y arrive pas, je partage ce que dit Rémi Féraud, qu'il faudra peut-être imaginer soit de ne pas les interdire peut-être, mais les encadrer davantage. Car on ne peut pas aujourd'hui accepter cette violence. Cette violence qui est visible partout. On parle des meetings politiques, c'est pas normal, mais elle est visible dans les stades. Dans le stade olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, où un match a duré 4 minutes parce qu'un supporter a jeté une bouteille d'eau. Et avec des jets de bouteilles d'eau pendant tout le match. Donc il faut arrêter maintenant, il faut surtout prendre des décisions, prendre des dispositions pour éviter que cette violence gangrène la politique et perturbe d'autres meetings politiques. Parce que ça peut se propager à d'autres meetings politiques. Rémi Féraud, vous pensez qu'on va avoir justement un climat de violence de la société qui va se répandre dans cette campagne présidentielle ? Attention, je suis d'accord sur le climat de violence, mais ne mélangeons pas tout. Là, c'est une violence excitée par le candidat lui-même, de manière totalement irresponsable, mais qui visiblement ne le dérange pas du tout. Et plusieurs de vos confrères journalistes, photographes de presse ont subi des violences au meeting. Elles ont peut-être fait des images moins spectaculaires et ils ne commettaient aucune dégradation. Il faut que les Français se rendent compte que c'est aussi notre liberté commune, notre démocratie qui est en cause. Donc j'espère que la campagne ne sera pas émaillée d'événements graves de violence, mais évidemment, nous ne pouvons pas le certifier aujourd'hui. Et le climat, il est en effet un climat extrêmement tendu et un climat extrêmement inquiétant. On va finir par évoquer l'un des derniers temps forts de cette séance de questions d'actualité. Il concernait la vente d'armes de la France à certains pays, notamment la vente de 80 avions Rafale aux Émirats arabes unis. Et le président du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard, a posé une question à Jean Castex, le Premier ministre. Guillaume Gontard, le sénateur, qui était un peu indigné par toutes ces ventes d'armes de la France. La France est active pour réhabiliter sur la scène internationale le prince saoudien assassin Mohamed Ben Salman. La France est active encore pour vendre des Rafales à l'Égypte et aux Émirats arabes unis qui viendront notamment moderniser les bombardements de civils au Yémen. La France est active encore pour participer aux préparatifs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, fermant les yeux sur les 6500 ouvriers esclaves morts sur les chantiers de ces stades pharaoniques à usage unique. La France est active encore pour honorer le plus haut grade de la Légion d'honneur, le président Al-Sisi, pour l'ensemble de son œuvre de piétinement des droits humains. Alors, monsieur le Premier ministre, la France erre aujourd'hui dans une réelle politique cynique, à l'efficacité douteuse et où le Parlement est mal informé et peu consulté, en particulier sur les ventes d'armes dont votre gouvernement se targuait pourtant d'avoir amélioré la transparence. Voilà, et à cette question de Guillaume Gontard, le Premier ministre Jean Castex a expliqué que la France respectait les traités internationaux sur l'encadrement des ventes d'armes et que ce secteur faisait partie de la stratégie géopolitique de la France. Rémi Féraud, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est le pays des droits de l'homme quand on vend des armes aux Émirats arabes unis ou alors à l'Égypte du général Al-Sisi ? On ne peut pas faire une politique étrangère qu'en fonction des droits humains, mais on ne peut pas les oublier totalement. Et dans une situation comme celle-là, quoi qu'en ait dit le Premier ministre, nous restons un pays démocratiquement sous-développé en matière de contrôle démocratique parlementaire, en particulier des ventes d'armes. Rien à voir avec ce qui se passe pour le pouvoir du Congrès américain, du Parlement britannique, du Parlement allemand. Il y a eu un progrès extrêmement faible. Et donc, bien sûr que la vente de Rafale à un pays étranger est une bonne nouvelle. Mais si ces Rafales vont un jour sont destinés à bombarder les populations civiles du Yémen, c'est révoltant.
quel contrôle les parlementaires ont sur ces ventes d'armes, quel contrôle à travers les parlementaires les Français ont sur cette vente d'armes, il reste très faible. Donc je n'ai pas été convaincu par la réponse du Premier ministre. Colette Mello, est-ce que vous êtes choquée par ces ventes d'armes qui pourraient être utilisées Bon, pour alors, des il faut populations dire civiles que la défense de la France doit bénéficier d'équipements et d'armements efficaces, et que nos industries sont renommées dans le monde entier pour l'aéronaval, dans le secteur naval et aussi dans le secteur de l'artillerie. Alors, avoir des armes est nécessaire à un pays, on ne peut pas s'en passer, mais aussi il faut de la recherche, il faut les produire, et l'armée française n'est pas assez importante pour pouvoir acheter toutes les armes que nos industries produisent. Il faut donc qu'on exporte, il faut exporter. Et d'ailleurs, c'est un atout indispensable pour notre souveraineté et pour notre sécurité. Voilà. Alors, maintenant, faut-il choisir les pays auxquels nous allons les vendre? Alors, il y a des encadrements internationaux, européens, nationaux, pour pouvoir vendre des armes. Et c'est ce à quoi le Premier ministre a fait allusion. Il y a un encadrement et il y a des partenariats aussi. Nous ne sommes pas seuls au monde. Les autres pays sont aussi dans la même situation que nous. Donc il faut faire confiance quand même à nos démocraties pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Mais restez sur l'antenne de Public Sénat car on va parler football maintenant sur Public Sénat.